Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, très heureux de vous retrouver en ce 1er juin 2023. De retour de Miami depuis maintenant presque une dizaine de jours. Écoutez, je vais vous faire un petit bilan. On va aborder différents sujets, cela dit, mais qui sont liés un petit peu à ce que j'ai vu et le ressenti que j'ai eu après cette semaine assez extraordinaire, je dois le dire, à Miami. Je vais vous raconter ça tout de suite. Pour commencer, comme d'habitude, petite intro pour vous rappeler tous les bons gestes, pas les gestes barrières. Les gestes, vous savez, vous devez cliquer sur les boutons pour vous abonner, pour la cloche pour recevoir les notifications. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo sur comment me retrouver sur des plateformes qui censurent moins que YouTube. Bref, vous savez tout, pas la peine que je répète tout ça à chaque fois, mais enfin je le fais quand même pour les nouveaux venus. Voilà, allons-y dans le vif du sujet. Je suis rentré de Miami après y avoir passé une semaine pendant la Bitcoin conférence, comme je vous l'avais annoncé. J'ai fait quelques lives là-bas au tout premier jour. Bon, les réseaux n'étaient pas extraordinaires et ça n'a pas eu grand intérêt, je dois dire. Donc, je préfère vous faire aujourd'hui un bilan de ce que j'ai vécu là-bas. On va aborder plusieurs points on va notamment parler vous savez, j'ai vu là-bas combien les Américains sont quand même en train de se retrouver pris un peu dans un étau avec une régulation qui se veut très anti-crypto. Alors je peux vous dire que l'ambiance à la Bitcoin conférence était entre l'euphorie, bien sûr, que je vais vous raconter, et puis quand même pas mal d'autres choses. Je vous parlerai aussi, en fin de vidéo, je vous parlerai des discussions que j'ai eues là-bas concernant le Ledger. Donc vous savez, on a beaucoup parlé récemment du Ledger. Est-ce que c'était une bonne chose? Ledger a lancé un système de récupération de ses clés privées, ce qui a mis en panique un peu la communauté qui s'est dit mais comment est-ce possible qu'on puisse récupérer des clés alors que le Ledger se veut justement un produit qui vous permet de n'avoir vos clés et que personne et qui soit jamais connecté à Internet. À partir du moment où vous pouvez les récupérer, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Donc oui, je vous le confirme, effectivement. Et ça, on en parlera en fin de vidéo. Allez, d'abord Miami, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que d'abord, franchement, un endroit merveilleux, vous vous en doutez. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait 25 ans que j'étais pas allé là-bas, donc ça a beaucoup changé. On a finalement une région et une ville de Miami, entre Miami Beach et puis toute la plage, si vous voulez, qui s'étend du nord au sud, qui est vraiment très très sympa. Bon, ça vaut pas les plages de l'île Maurice, parce que vous n'avez pas de lagon, vous avez l'océan direct, mais honnêtement, j'ai vu un océan qui était calme comme un lac pendant les jours où j'y étais, et c'était très très agréable d'y nager. J'ai même vu, pour vous dire, une raie manta à 10 mètres du bord. C'est-à-dire qu'on a été nager un matin et puis à peine mis la tête sous l'eau, waouh, une raie manta juste sous moi à 3 mètres de fond, hein. Donc oui, un peu étonnant parce qu'une raie manta qui vous pique, ça peut faire très mal, hein. Je crois que ça peut être assez violent. Et elle est passée dessous alors que vraiment le sol c'est du sable blanc sur tout le long. Donc voilà. Ça, c'était un peu le côté étonnant de cette baignade d'un des matins. Euh, voilà, pour Miami, donc très très bonne ambiance. Euh, le soir, nous étions, alors de par le Liberland, donc il faut savoir que moi j'étais avec une délégation du Liberland, ça aussi je vous l'avais dit. Donc du coup, nous étions invités, on avait des passes quasi VIP, si vous voulez, hein, des passes industrielles, puisque nous étions exposants, donc ce sont des passes qui valent très très cher. Moi, je suis ahuri par les prix. Bon, le pass minimum à la Bitcoin conférence à Miami, c'était 700 $ hein, pour vraiment le pass minimal. Donc vous vous rendez compte des prix qui sont quand même très élevés pour... Honnêtement, hein, moi je veux dire les conférences, j'aime beaucoup ça, j'en ai fait beaucoup, vous le savez, à Dubaï l'année dernière, j'en ai refait cette année. Là, c'était la première fois que j'allais à la Bitcoin conférence. Donc oui, c'est sûr que quand vous tenez un stand et que vous rencontrez tout le monde et que vous y faites du business, c'est vrai que c'est bien. D'y aller comme ça, juste comme spectateur, bon, c'est vrai qu'on baigne autour de gens qui sont tous convaincus, hein, et puis vous êtes au milieu vraiment du cœur de ce qui fait la crypto, c'est-à-dire du Bitcoin. J'ai pu assister à des conférences très intéressantes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que
En tant que tenant du stand du Liberland, on était une bonne quinzaine, donc on se relayait un petit peu au stand, ce qui fait que j'ai passé quand même une grande partie de mon temps au stand du Liberland. Entre parenthèses, Liberland, qui est vraiment un projet, et je dirais un concept qui est très connu dans le milieu des cryptos, très connu chez les bitcoiners. Et j'ai pu mesurer combien la notoriété du Liberland est importante dans ce milieu, puisque nous avions des visites de beaucoup de gens qui passaient, très peu qui n'avaient jamais entendu parler, quelques-uns. Et puis, pour la petite histoire, on a vendu, entre guillemets, beaucoup de citoyenneté, donc beaucoup de nouveaux citoyens du Liberland, grâce en 3 jours. Donc ça, c'était très positif. Et puis, bien sûr, j'en profite pour vous le dire à vous, hein, si vous êtes intéressé, le Liberland est un très beau projet. Plus je m'y plonge et plus je me rends compte que c'est quelque chose qui fédère énormément de choses autour de nous, parce que nous prenons les vraies valeurs des bitcoiners, c'est-à-dire la liberté, et là on essaie de les appliquer à un pays. Voilà, il faut savoir qu'on a quand même fait des grands pas ces derniers temps. On est maintenant reconnu, notre passeport est reconnu par des pays comme Haïti, comme la République dominicaine, et le Somaliland, qui n'est pas vraiment un pays. Alors oui, ça peut faire sourire parce que ce sont des pays qui ne sont pas majeurs, hein, mais Haïti et République dominicaine sont quand même des pays membres de l'ONU qui reconnaissent notre passeport, c'est-à-dire qu'on peut y aller voyager avec et sans en avoir besoin d'un autre. Donc voilà, ce n'est qu'un début, bien sûr. Beaucoup de membres que j'ai découverts, d'ailleurs je ne connaissais évidemment pas tout le monde parmi cette équipe du Liberland. J'ai mis sur Twitter, alors je vous mettrai des liens, vous avez mon fil Twitter en dessous. J'ai posté une photo de toute l'équipe devant le stand. D'ailleurs au cours de cette vidéo là que je vous fais, vous allez voir défiler des images de Miami et puis la photo donc du stand du Liberland. Voilà, de façon un peu aléatoire. Donc, vous allez les découvrir là en même temps que je vous parle. Donc, en ce qui concerne donc l'organisation sur place, j'ai pu assister à quelques speeches quand même. Les 3 majeurs, je dirais, qui m'ont marqué, c'est que j'ai pu voir Michael Saylor, encore et toujours le héros, le nouveau héros du Bitcoin, qui est venu parler. Vous savez, alors quoi qu'on en dise, hein, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Quoi qu'on en dise, ça fait toujours beaucoup de bien déjà de le voir en réel et surtout de le réécouter. Qu'est-ce qu'il nous a appris de plus par rapport à d'habitude? Toujours cette précision avec laquelle il nous décrit ce qu'est le Bitcoin pour lui, pour son entreprise, comment il continue à en acheter. Vous savez, c'est absolument, et ça évidemment, ça vous revigore dans votre certitude que vous êtes bien dans le bon chemin avec ce Bitcoin. J'ai vu le speech de Jack Mallers, le patron de Strike, qu'il avait déjà fait un speech assez marquant l'année dernière, à la conférence de l'année dernière. Cette année, il nous a donné en 15 minutes, en faisant ses allers-retours sur scène. Alors, je pense que toutes ces interventions, vous allez pouvoir les retrouver sur YouTube, hein, sans problème. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait de live, parce que je voyais que tout était déjà filmé et allait être mis sur YouTube. Donc, Jack Mallers nous a projeté, je dirais, sa vision pour Strike pour les années à venir. C'était bluffant, vraiment bluffant. Et évidemment, tout est lié au Lightning Network qui prend une ampleur incroyable. J'ai moi-même testé. On avait derrière notre stand au Liberland, on avait plusieurs stands du Salvador. Le Salvador est venu vraiment en force à ce salon pour montrer montrer tout ce qui se passait au Salvador. Vous savez, ce pays qui a adopté le Bitcoin maintenant il y a plus d'1 an, en 2021, fin 2021. Et on avait des stands pour faire des investissements immobiliers, on avait toutes sortes de choses, mais on avait aussi des petits Bitcoin ATM que j'ai pu tester. Vous mettez des pièces dedans et puis vous aviez un petit QR code et vous flashez. Et bing, vous avez vos Satoshi qui vous seront transmis instantanément avec le Lightning. Très bien pour ne pas garder de la monnaie sur soi. Et j'étais à 2 doigts, je vous l'avoue, d'acheter un de ces ATM pour l'amener ici à Maurice, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que c'était quand même un peu lourd. Mais voilà, c'est des choses que j'aimerais voir s'installer. Je pense que ça pourrait avoir énormément de succès. Vous savez, vous avez des petites pièces. C'est très facilement paramétrable. Enfin bref, quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc j'ai vu, je vous disais, ceux qui m'ont marqué, c'est Michael Saylor, c'est Jack Mallers avec son Lightning et sa vision pour Strike pour les années à venir. Alors là, zéro doute sur où est-ce qu'il va. Et malgré l'environnement américain qui est vraiment pas bon. Hein. Et le troisième, alors j'ai pu aller voir le lancement de la campagne finalement de Robert Kennedy Jr. Vous savez, ce candidat maintenant du
du Parti démocrate et qui se lance face à Joe Biden dans les prochaines élections américaines et qui est très très pro-Bitcoin, en tout cas c'est ce qu'il nous annonce. Alors, est-ce qu'il a une chance? Je doute un petit peu, parce que d'abord, physiquement, enfin, même s'il n'est pas âgé comme Biden, il a un problème avec sa voix, et ce qui fait que quand il parle, vous avez l'impression qu'il va tomber sur scène littéralement et qu'il va mourir devant vous. Donc c'est assez, bizarre, je dirais. Pourtant, tout ce qu'il a dit, c'était plein de bon sens, et il est très très Bitcoin friendly. Il veut faire du Bitcoin quelque chose, il veut vraiment le marquer quasiment dans les, je dirais pas dans la Constitution, mais il veut en faire quelque chose de sacré pour les Américains. Chaque Américain aurait un droit sacré à pouvoir obtenir ses bitcoins et surtout à avoir ses clés privées. Voilà des choses qui étaient bonnes à entendre. Évidemment, il a été salué grandement lors de cette intervention, mais encore une fois, est-ce qu'il a une chance? J'en sais rien. Nous verrons. Et n'oublions pas que c'est un politicien. Et comme tous les politiciens, ils disent souvent des belles choses avant, et puis quand ils sont au pouvoir, on assiste à bien d'autres choses. Voilà, donc, voilà ces 3 speeches, moi, qui m'ont marqué là-bas. Et donc, je passe maintenant au sujet le plus inquiétant, c'est que parmi tous ces gens qu'on rencontrait lorsqu'on était au stand du Liberland, dès qu'on parlait, et j'ai pu parler vraiment à beaucoup de gens, des gens vraiment très intéressants qui venaient de toutes sortes d'horizons, combien d'Américains j'ai vu, alors quand je dis combien, c'est pas non plus des centaines, mais une bonne dizaine, dont le sujet était renouncement, qui est le renoncement, eh bien c'est pour eux la possibilité de renoncer à leur nationalité américaine. Alors ça, c'est quand même un phénomène qui, vous savez, s'accélère depuis maintenant 3-4 ans. De plus en plus d'Américains renoncent à leur nationalité, mais pour cela, bien sûr, il leur faut une autre nationalité. Donc le rêve pour tous ces gens, c'est d'avoir une nationalité européenne. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors pourquoi? Vous le savez certainement, lorsque vous êtes de nationalité américaine, vous ne pouvez pas échapper aux impôts américains où que vous soyez, et quel que soit votre lieu de résidence. C'est quelque chose que les Américains ont mis en place depuis maintenant très longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous ouvrez un compte, où que ce soit maintenant dans le monde, dès lors, vous avez toujours une case, est-ce que vous êtes résident ou citoyen américain? Si vous cochez cette case, terminé, personne ne veut plus travailler avec vous, parce qu'on sait combien les problématiques vont être importantes, et toutes ces banques ou ces institutions qui embarquent des clients savent très bien que si elles embarquent un client qui est de nationalité américaine, c'est l'enfer pour elles. Elles doivent tout déclarer, envoyer des papiers, et elles peuvent être tenues, alors que ce ne sont que des intermédiaires, elles peuvent être tenues comme responsables si jamais il y avait des manquements au niveau des obligations fiscales de ces personnes-là. Donc voilà pour les Américains qui évidemment sont dans une situation bien misérable. C'est quand même assez un joli effet boomerang, hein. Quand on pense ce qu'était ce pays, il y a encore pas si longtemps que ça, hein, c'était quand même un modèle, et puis tant d'immigrants rêvaient un jour de pouvoir avoir ne serait-ce que la carte verte, et puis bien sûr avec la possibilité de devenir un jour citoyen américain. Aujourd'hui, c'est plutôt le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on quitte le navire, et bien sûr c'est lié à des problématiques fiscales énormes, hein. Donc moi j'ai rencontré des personnes qui nous ont pris la nationalité du Liberland. Alors bien sûr ils nous demandaient, est-ce que si je prends la nationalité du Liberland, je peux renoncer à ma nationalité américaine? Alors bien sûr on leur disait que juste la nationalité du Liberland, c'était évidemment pas suffisant à ce jour, parce que ça ne vous permettrait pas de voyager tranquillement, etc. Mais maintenant, ils ont d'autres moyens. Et bien sûr, la nationalité européenne, pour ceux qui peuvent, vous savez, ceux qui ont des antécédents dans certains pays européens, peuvent récupérer un passeport de l'Union européenne. Pour eux, c'est le rêve, parce que, vous le savez, lorsque vous êtes européen, comme moi d'ailleurs, c'est vrai que nous, dès qu'on est résident dans un autre pays, on n'est pas emmerdé, on n'est plus résident fiscal dans le pays dont on a la nationalité. Et ce pays nous cherche plus trop de poux, entre guillemets, même si, vous le savez bien, la France va quand même évidemment vous demander de montrer patte blanche sur les biens que vous pourriez avoir en France, ou sur des revenus que vous pourriez avoir de sources françaises. Mais pour ce qui est de vos activités, je dirais, dans le pays dont vous êtes résident, on ne vous emmerde pas, et vous n'êtes plus résident français. C'est pareil pour tous les pays de l'Union européenne, et quasiment pour tous les pays du monde d'ailleurs, hein. Seuls les États-Unis ont cette politique incroyable de taxer leurs citoyens où qu'ils résident. En fait, un citoyen américain qui résiderait dans un autre pays, qui y paierait des impôts, les Américains vont vérifier s'il paye assez d'impôts. S'il aurait payé plus d'impôts aux États-Unis que ce qu'il paye là où il habite, il va devoir payer la différence au fisc américain, ce qui est quand même ahurissant. Donc voilà, même si le gars n'a plus rien à voir avec les États-Unis depuis 10 ans. Voilà, donc ce thème du renoncement est pour moi un thème qui
qui est un thème emblématique de l'époque que nous vivons, c'est-à-dire, voilà, c'est le renversement total d'absolument toutes les valeurs sur lesquelles on s'était appuyé jusqu'à, disons, jusqu'aux années 2000. Maintenant, nous voilà dans un monde où c'est les Américains qui, évidemment, ont un certain patrimoine, hein, qui veulent quitter le navire au plus vite. Voilà, allez, je terminerai cette vidéo parce que je ne vais pas la faire trop longue. Je terminerai cette vidéo en vous parlant d'un sujet qui est le Ledger. Alors vous le savez certainement, si vous avez suivi les dernières informations de la sphère crypto, Ledger, qui est donc cette clé que vous pouvez avoir et qui vous permet d'avoir vos clés privées sur ce support USB qui n'est jamais connecté directement à Internet, ce qu'on appelle un hard wallet. Ledger propose un nouveau service qui vous permettra, alors il faut s'inscrire, donc je vous conseille de regarder des vidéos qui vous parlent du sujet. Il y a notamment Crypto John, que peut-être certains d'entre vous connaissent, je vous mettrai le lien si je le retrouve, qui vous parle du Ledger et qui fait une assez bonne vidéo comme d'habitude et qui vous explique assez bien de quoi il en retourne. C'est vrai que l'idée que vous puissiez récupérer vos clés privées avec un système que Ledger vous met en place, c'est obligatoirement, ça veut dire qu'à un moment donné, là, vous avez mis vos clés privées dans le cloud. Et du coup, en discutant de ce sujet-là, donc là, je vais un peu bifurquer, en discutant de ce sujet-là aux États-Unis, je me suis retrouvé face à un stand, hein, en sillonnant le salon. Il y avait un stand qui proposait un équivalent du Ledger, c'était pas Ledger, mais c'est un équivalent, une clé. Et là, je discutais quand même avec les personnes qui sont censées le vendre. Et là, je leur ai expliqué comment moi-même j'organise, je dirais, ma sécurité crypto. Et moi, j'ai jamais fait appel à cette histoire de Ledger. Je vous le dis, d'ailleurs je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, mais bon, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, je le répète, moi, je fais confiance plutôt à des systèmes de wallet qui sont ce qu'on va appeler des hot wallets. Mais si vous prenez quelque chose comme Electrum, si vous prenez que vous faites un wallet multisig, si vous avez un système de cryptage de toutes vos clés privées, de votre système de récupération, la fameuse phrase à 12 mots, je ne sais plus combien de mots, et que tout ça c'est crypté, qu'ensuite c'est mis sur un serveur dans le cloud, eh bien, je vais vous dire, cette technique-là, je l'ai exposée à des personnes qui tenaient ce stand. J'ai bien senti qu'ils étaient incapables de me dire où était la faille par rapport à leur système. La vérité, c'est que moi, avoir une clé USB, c'est quelque chose, ça devient un hardware, et donc je n'aime pas beaucoup l'idée de devoir me balader avec ce truc-là, si vous voulez. Vous savez, on dit toujours, c'est plus facile de passer une frontière avec le Bitcoin qu'avec de l'or, hein, mais finalement, si vous avez une clé, un douanier dans un monde qui pourrait devenir très opposé à Bitcoin, il est évident qu'il vaut mieux pas avoir ce genre de choses avec soi. Et donc, ça, c'est la preuve que vous détenez des crypto-monnaies. Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez moyen, à mon avis, de totalement vous sécuriser. Et j'ai mis en place des systèmes sur ce point qui me semblent aujourd'hui quand même plutôt, je dirais, safe et sécurisés et qui, moi, me permettent de dormir tranquille la nuit, au moins aussi bien que ceux qui ont des ledgers, qui maintenant, d'ailleurs, ont déjà vu il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, vous vous souvenez, il y a eu le leak chez Ledger de toutes les adresses de leurs clients, qui est quand même déjà, c'était pas génial. Et là, maintenant, vous avez cette histoire de récupération dans le cloud de vos... Alors, vous allez faire confiance à Ledger, alors que moi, je préfère me faire confiance à moi-même, je vous le dis tout de suite. Je me fais plus confiance à moi pour crypter ce que j'ai besoin de crypter, pour mettre sur le cloud ce que j'ai envie d'y mettre, plutôt que de confier tout ça encore à un tiers. On se retrouve toujours dans cette même histoire. Vous faites confiance à un tiers qui, du coup, quelles que soient les raisons, hein, comme le disait d'ailleurs dans sa vidéo Crypto John dont je vous parlais tout à l'heure, si un gouvernement obligeait Ledger à livrer les personnes pour lesquelles ils détiennent ces clés, quelle serait la réponse de Ledger? Voilà. Vous voyez bien, là, Binance vient en France, je crois en Espagne, en Italie, vient d'interdire le trading des monnaies privatives, c'est-à-dire Monero, et puis l'autre, là, j'ai oublié le nom. Bref, les monnaies, vous savez, les cryptos qui n'ont pas
dans lesquels vous ne pouvez pas vérifier toutes les transactions sur la blockchain. Ce sont les privacy coins, comme on dit en anglais. Eh bien, ces cryptos ne peuvent plus être tradés. Donc, vous voyez, les conséquences pour Binance d'avoir obtenu l'agrément en France, eh bien, les conséquences, c'est qu'ils doivent bien être très, très responsive par rapport à un gouvernement qui leur dit quoi faire. Et finalement, Binance a immédiatement obtempéré. Et donc, pour les résidents des pays en question, je crois que c'est Italie, Espagne, France, terminé, vous ne pouvez plus trader des Monero et donc toutes les privacy coins. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouverai très rapidement. C'est vrai que j'ai fait un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. Mais je vous retrouverai très vite. Sachez que je serai en France et en Europe en tout cas à partir donc dans une quinzaine de jours pour 2 mois et demi. Voilà. Donc, écoutez, si jamais vous êtes dans la région niçoise, n'hésitez pas à me contacter aussi. Moi, je serais ravi de rencontrer des gens de ma communauté. Et puis, d'ici là, je vous dis à très bientôt.